La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à la situation en Centrafrique, 100 jours après la prise de fonction de Catherine Samba-Panza. Je vous propose tout de suite d'écouter la présidente de la transition, c'était le 26 février. Le fait que les communautés musulmanes quittent massivement le pays est une véritable préoccupation pour moi et pour mon gouvernement. Il s'agit de populations profondément ancrées dans nos communautés ici, qui pour la plupart ne connaissent même pas leur pays d'origine. Il s'agit de Centrafricains. S'agissant maintenant du nettoyage ethnique, il s'agit d'une terminologie mal appropriée. Nous n'avons pas de problème d'ethnie. Il y a des problèmes communautaires avec des relents religieux. On n'est pas en train d'épurer une ethnie. Gervais Lacosso, il n'y a pas de nettoyage ethnique ? Non, il n'y en a pas du tout. En République centrafricaine, il n'y a pas de nettoyage ethnique et la crise centrafricaine n'est pas religieuse. Je rappelle que c'est les médias internationaux qui ont commencé à dire que le conflit centrafricain est un conflit religieux, alors qu'il n'en était pas. C'est quoi alors comme conflit? Tanguy Berthemet, je vous vois sceptique à ce que dit Gervais Lacosso. Le nettoyage confessionnel, il est évident. Il suffit d'aller se promener dans Bangui pour le voir. Aujourd'hui, un musulman ne peut pas traverser Bangui. Un musulman qui essaierait de sortir du PK5 pour aller au PK0, son temps de survie sont très faibles. Les ONG qui transportent des blessés sont obligés de les cacher. On en est là. Donc on peut nier les évidences, moi ça m'est complètement égal, mais la réalité du conflit entre des communautés et qui se sont définies par la religion. Mais bon, pourquoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un fait. Aujourd'hui, être musulman à Bangui vous fait courir un grave danger. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de musulmans à Bangui. Je crois qu'il y a un convoi de 1200 personnes qui est parti escorté par la MISCA pour rejoindre le nord-est du pays, justement du quartier PK5. Non, ils sont partis du PK12. PK12, pardonnez-moi, c'était samedi dernier. Il y a eu deux convois qui sont partis en une semaine à peu près du PK12, qui étaient donc des communautés Peuls, qui venaient de tout le pays, qui ont été évacués d'un endroit où effectivement ils étaient très mal logés, dans des conditions épouvantables, et par ailleurs sur une route très empruntée, donc cible de gens, etc. Donc là, elles ont été déplacées, mais pour le déplacement du musulman des PK5, je ne sais pas si on en parlera, mais c'est un vrai problème, c'est un vrai dilemme pour tout le monde, y compris pour les gens qui habitent là, évidemment. Vincent Mamba-Chaka, est-ce qu'on peut parler d'un conflit aujourd'hui religieux en Centrafrique? Parce que ce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs, c'est que durant des années et des années, musulmans et chrétiens ont vécu côte à côte sans problème en Centrafrique. Il faudrait peut-être définir qu'est-ce que c'est qu'un conflit religieux. Moi, personnellement, en fait, les Centrafricains sont animistes. 100% de la population centrafricaine est animiste. Et nous avons épousé des religions qui sont venus et on a des Centrafricains qui pratiquent l'islam et on a des Centrafricains chrétiens. Maintenant, pourquoi on en est arrivé là? Je pense qu'il y a quelque chose d'enfui, parce que là, aujourd'hui, on parle un peu de ce qui se passe actuellement, mais on n'a jamais parlé de ce qui se passait avant, quand la rébellion Séléka, composante hétéroclite, à la fois composée de Centrafricains musulmans et de non-musulmans, tous les jeunes désœuvrés qui ont des problèmes d'emploi, qui se sont retrouvés dedans et qui ont commencé, avec les 8 mois, à pouvoir commettre toutes les exactions qui, malheureusement, n'étaient pas sur le feu de l'actualité, à part les organismes humanitaires de droits de l'homme. Et on a commencé à s'intéresser, et en tout cas pour tous les médias, à s'intéresser à ce problème-là, que c'est lorsque l'opération Sangaris est arrivée à Bangui, et là on a eu plusieurs... Ne dites pas ça, c'est pas vrai. Je dis, en tout cas, de lui donner un très grand écho, un grand écho médiatique. Donc aujourd'hui... Mais on y était, il ne faut pas dire les médias internationaux ne sont pas intéressés à ça. Mais si. Maintenant, moi, le problème, c'est est-ce qu'on continue à aller dans cette direction? Non. On ne continue pas à faire que l'instrumentalisation du conflit, mais il faut plutôt... Et c'est là que c'est important pour moi, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut trouver comment faire de telle sorte que les Centrafricains retrouvent le chemin de la paix et du vivre ensemble. Et ça, c'est le défi, à mon avis, et les actions fortes
que nous devons, nous, Centrafricains, commencer à mettre en place. Comment... Et là, oui, mais Vincent Mambachaka, ça c'est bien et on est tous d'accord pour le dire. Mais comment concrètement aujourd'hui concrètement, comment les musulmans, est-ce que les musulmans, on peut imaginer demain que les musulmans qui ont quitté Bangui puissent revenir? Il y a de telles haines qui ont été exacerbées. Je vous donne juste l'exemple. Hein. Il y a eu quand même... nous venons de fêter les 20 ans du Rwanda. Je crois qu'il y a eu un moment de l'espace de la parole et d'échange entre les gens. Et le Rwanda a retrouvé le chemin de la résilience. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que tous les acteurs, quels qu'ils soient, politiques, société civile, religieux, les anciens, les sages, les artistes, tout le monde en Centrafrique puisse se mobiliser pour pouvoir... Parce qu'on ne monte pas. Il y a encore quelques noyaux d'espoir et d'espérance en Centrafrique où on retrouve un quartier entier. Un quartier où il y a des chrétiens et des musulmans qui vivent ensemble. Il y a des endroits d'église et de culte qui accueillent des musulmans. Il y a des endroits de culte musulman qui accueillent des chrétiens dans les zones où ils sont menacés. Dans toutes les crises, quelles qu'elles soient, la Centrafrique n'échappe pas à cette logique. Moi, je suis dans ce schéma-là. C'est une minorité qui crée le désordre. Voilà. Mais cette minorité est active, dangereuse, est extrêmement nuisible. La plupart des gens qui sont au camp de Mpoko à l'aéroport, évidemment, ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez eux avec leurs enfants et d'être tranquilles. C'est le cas de 80, probablement de 90% ou même plus des Centrafricains. Le problème, c'est cette minorité qui fait peur, qui sème et qui fait peur et qui transmet sa peur à des gens. Inquiété. Et qui n'est pas inquiété, dit Gervais Lacosso. Parce que... Alors, Maurice Wambo, ensuite Gervais Lacosso. Je voudrais juste poser une question pour dire... Nous avions tous vécu aujourd'hui les résolutions 21-27 des Nations Unies sous le chapitre 7 qui donnaient mandat aux forces Sangaris et aux forces MISCA de désarmer par la force. Aujourd'hui, 3 mois après, où en est la Centrafrique à l'heure actuelle? Et où en est le désarmement, justement? Où en est le désarmement aujourd'hui? C'est un échec de ces deux groupes également. C'est un échec, ce désarmement, comme le dit bien sûr, Maurice Wambo. Le véritable problème en République centrafricaine, c'est qu'on connaît le problème, et on s'amuse à faire comme si on ne connaît pas le problème. La Bangui, au jour d'aujourd'hui, la seule, l'unique solution à appliquer, c'est de désarmer tous les porteurs illégaux d'armes, que ce soit dans le 3e arrondissement, dans le 5e arrondissement, et il y a 8000 hommes, sinon 7150 hommes, Sangaris et Miska, regroupés. Je ne pense pas qu'ils soient incapables de le faire. Pourquoi ils ne le font pas, selon vous? Ça, c'est la bonne question. C'est la bonne question qu'il faut poser. Et je pense que je suis tout à fait d'accord avec la ministre de la Défense de l'Afrique du Sud, qui dit que le problème de la Miska et des Sangaris, ce n'est pas un problème d'hommes, c'est un problème de commandement ou de manque de volonté politique de résoudre la crise centrafricaine. Le problème à traiter est là, on tourne autour du pot, on invente des choses. Et d'ailleurs, les gens, prenons le cas de la Miska, les gens ne s'intéressent même pas réellement au peuple centrafricain parce que quand on tue aux gens, on tue des gens et disent que c'est un non-événement. Alors ceux qui sont chargés de protéger les gens, quand on tue ces gens, ils disent que ce n'est pas un problème. Alors ça veut dire que le problème, il faut le trouver. C'est au kilomètre 5. Ce n'est pas les musulmans qui posent les problèmes. Ce n'est même pas les Séléka. Les Séléka ne sont pas au kilomètre 5. C'est un groupe d'extrémistes armés qui font le désordre là-bas, qui indisposent musulmans et chrétiens. Ils sont financés par qui? Les anti-Balaka, parce qu'en l'occurrence, vous faites allusion aux anti-Balaka. Non. Qui alors? Ce n'est pas les anti-Balaka qui font le désordre au kilomètre 5. Mais c'est la Séléka? C'est des extrémistes. Ça reste à vérifier. Mais dans tous les cas, c'est des gens qu'on ne devait pas traiter avec le moindre égard qui soit. C'est des gens qu'on devait désarmer de force. C'est des gens qu'on devait désarmer de force et personne ne veut le faire. Qui sont-ils ces gens et par qui sont-ils financés? Bon, aujourd'hui, il faut voir au kilomètre 5 de quoi on parle. Hein. On est probablement sur une idée de groupe qui ne doit pas dépasser la 30aine ou la 40aine de personnes, tout au plus. Donc il y a probablement des armes qui circulent, mais bon, on ne peut pas fouiller maison par maison une arme, ça se cache quand même très facilement, ça reste assez grand. C'est valable aussi du côté des anti-Balaka. Les quartiers sont immenses, il y a probablement des armes qui traînent, mais il faut savoir que la plupart des meurtres aujourd'hui qui sont commis, ils sont commis à l'arme blanche. Couteau, machette. Je pense que je rebondis sur le à partir du moment où... Ce matin, non. Pas ces dernières années. S'il vous plaît. Pas ces derniers Sangaris, Miska ou tout ce que vous voulez n'arrive pas à résoudre le problème, c'est aux Centrafricains de le résoudre. Et aux Centrafricains de le résoudre, c'est que quand vous voyez tout ça, on parlait justement, et là je vous rejoins,
de la parole politique. On ne les entend pas. Hein? Il n'y a que la société civile, il n'y a que les leaders religieux qu'on voit essayer de travailler sur la voie de la paix. Hein? Je pense qu'aujourd'hui, tous les leaders politiques et autres sont passionnés par les élections. Je crois qu'il faut qu'on arrive, nous, Centrafricains, et c'est pour ça que je parlais, on ne peut pas gérer cette transition-là en disant que c'est la faute de tel ou tel. C'est-à-dire que chacun de nous, nous devons nous concerter. Le problème, par exemple, de la communauté internationale, c'est de ne pas avoir une parole, une seule parole des Centrafricains sur la manière où ils veulent. Mais c'est pas à nous résoudre. Mais non, c'est pas à la communauté internationale de commander la Centrafrique. Je dis le problème de la communauté internationale, c'est de ne pas trouver en face les interlocuteurs qui peuvent leur dire voilà. Gervais l'a dit, le problème, il est centrafricain. Oui. Et il faudrait qu'on ouvre la voie à la concertation. Pardonnez-moi, Vincent Mambachaka, ensuite je vous donne la parole. Je voudrais revenir quand même, parce que vous parlez de ce groupe à Bangui d'une trentaine de personnes. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont des anti-Balaka, ceux qui sèment la terreur? Il y a de tout. Ou ce sont des bandits? Il y a plusieurs choses. Est-ce qu'on arrive à préciser qui sont les belligérants? Déjà, sur les anti-Balaka, il y a plusieurs anti-Balaka. Non, il y a plusieurs groupes. Moi, je viens de Bangui. Je suis arrivé hier de Bangui. Au jour d'aujourd'hui, à Bangui, au kilomètre 5, c'est un groupe d'extrémistes qui ne sont pas forcément liés au Séléka, mais c'est des extrémistes qui se disent apparentés aux musulmans, mais les vrais musulmans centrafricains ne les connaissent pas, ont peur d'eux, ils font peur aussi aux musulmans. Ce sont des centrafricains, ces gens dont vous parlez? Peut-être qu'ils sont centrafricains ou c'est des mercenaires. Le problème, c'est que c'est des gens dangereux qui sont en liberté et les forces internationales trouvent des milliers de prétextes de ne pas les inquiéter. Mais comment vous expliquez ça? Non, parce que il faut poser la question au responsable de Sangaris et de la MISCA. Moi, je suis allé assez souvent au PK5, assez régulièrement. J'y passe, je vais voir des gens, j'en ressors, je les re-rentre, j'en ressors. Bon, c'est évident qu'il y a des armes parce qu'on entend des détonations. Donc, de temps en temps, il y a des affrontements au PK5, régulièrement. Le problème, c'est effectivement la peur. Les musulmans ont peur de se faire tuer, assez légitimement, et les voisins des musulmans ont peur d'être victimes des vengeances, qui eux-mêmes ont peur d'être victimes des vengeances, etc. Donc chacun s'arme, parce que chacun a peur de son voisin. Si vous ne rétablissez pas la confiance, ça va continuer. Et ce groupe, c'est des groupes d'autodéfense, ils ont des armes, ils en trouveront toujours, il y en aura toujours, et des deux côtés. Le problème, c'est ça. C'est la peur commune, mutuelle, qu'on se transmet. Mais pourquoi le désarmement ne fonctionne pas? Le désarmement ne semble pas fonctionner. C'est ça quand même la question aujourd'hui. Si vous voulez, vous ne pouvez pas. Il y a quand même 6000 hommes, on le rappelle à nos téléspectateurs, MISCA, donc de la force africaine, plus 2000 de Sangaris, 8000. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup sur l'ensemble du pays. Bangui, mais ils sont surtout sur Bangui. Bangui, c'est pas un village. Non, ils sont beaucoup sortis. Bangui, c'est quand même pas un village. C'est quand même 800 000 personnes. Le problème aujourd'hui n'est pas dans tout Bangui. Il n'y a que deux arrondissements qui posent problème. Moi, je pense que le dans problème... les autres arrondissements de Bangui... Allez, Maurice Wambo, il n'a pas parlé encore. Il y a un problème aujourd'hui, il faut l'identifier. Au kilomètre 5, c'est des milices aujourd'hui, ex-Séléka, qui continuent aujourd'hui à prendre ce quartier en otage. Au 3e arrondissement, au 8e arrondissement, ce sont les milices anti-Balaka qui sont armées. Les Sangaris et les MISCA, ils ont aujourd'hui les renseignements. Ils savent aujourd'hui à peu près combien sont-ils ces hommes. Il y a une question de volonté. Deuxièmement, je pose la question de savoir, mais dans un pays, il y a les forces de défense et de sécurité. Pourquoi aujourd'hui, les FACA aujourd'hui, il faut réhabiliter aujourd'hui les Centrafricains qui sont là, les réhabiliter aujourd'hui les Centrafricains, leur donner les moyens et que ces Centrafricains puissent accompagner les Sangaris et les MISCA pour aller désarmer. Maintenant, ceux qui vont faillir, ils vont être sanctionnés. Mais tant qu'on n'aura pas résolu le problème des FACA, parce que Mme Sama Panza a posé le problème, elle a commencé à réhabiliter les FACA, maintenant la communauté internationale refuse de dire qu'il ne faut pas les armer. Mais on va faire quoi avec ces hommes? Pourquoi la communauté internationale refuse justement d'armer les FACA? Parce qu'elle a peur qu'elle utilise ensuite les armes, qu'il y ait encore une dissolution des armes. Très clairement, la communauté internationale a peur que les FACA, en tout cas une partie d'entre eux, voire une bonne partie d'entre eux, se joignent aux anti-Balaka. Ce qui s'est passé à l'ENAM, c'est-à-dire le jour où, à l'école d'administration, le jour où il y a eu une réunion des FACA avec tout le monde, etc., la présidente, les ministres, les différents généraux des forces internationales, qui a fini par un lynchage. C'est-à-dire qu'on a lynché sous nos yeux un soldat musulman, devant l'état-major complet qui était dans un bâtiment. Personne n'est intervenu.
a donné l'exemple que, bon, on ne peut pas faire confiance. Vous ne pouvez pas faire confiance. Donc ça a été immédiatement un recul. Immédiat. Vous avez dit tout à l'heure pourquoi Mme Samba Panza était décrite à l'intérieur. L'une des raisons pour lesquelles elle est décrite à l'intérieur, parce que les Centrafricains pensent que c'est elle qui refuse aujourd'hui d'armer les FACA, ou c'est elle qui refuse aujourd'hui d'envoyer la gendarmerie. Donc vous voyez, aujourd'hui, la République centrafricaine se trouve face à cette confrontation. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des forces de gendarmerie et des FACA? Ce qui s'est passé en Namboguila, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de forces de défense et de sécurité. Et bien quand des ex-CDK qui sont arrivés, il n'y avait personne. Donc ils s'en prennent aujourd'hui aux humanitaires. Donc il y a urgence aujourd'hui de remettre les débats. Il faut qu'aujourd'hui, on remette le débat, les Centrafricains se mettent autour d'une table de débattre. Soit dit en passant, les Séléka ont pris tout le pays alors qu'il y avait les FACA. Moi, je voulais dire que d'ici demain, d'ici 10 ans, 20 ans, il ne faut pas que la communauté internationale refuse d'assumer la responsabilité de ce qui se passe en République centrafricaine. C'est que la communauté internationale trouve toujours des fausses raisons pour refuser de résoudre le problème centrafricain. Mais ce n'est pas la Centrafrique, pardonnez-moi. Laissez-moi finir. Ce n'est pas 100% des militaires centrafricains qui posent des problèmes. Il y a aujourd'hui, l'État centrafricain a recensé plus de 3000 militaires centrafricains qui sont restés loyaux, qui ne sont ni Séléka, ni anti-Balaka. Et ceux-là, si on leur donne des armes, ils peuvent très bien résoudre le problème. Parce que l'armée centrafricaine n'a pas toujours été inefficace, comme on le dit. L'armée centrafricaine, ceux qui sont là, si on leur donne les armes, ils sont capables d'aller au kilomètre 5, mettre hors d'état de nuire ces bandits. Je dis bien, c'est des bandits qui règnent au kilomètre 5. Ce n'est pas des Séléka, c'est des bandits. Les Séléka, on sait là où ils se trouvent. Alors le problème, c'est ça. Le problème est là, on le connaît. On trouve des milliers de raisons de les... Vous savez, les Centrafricains ne sont pas des animaux. Seuls les animaux se comportent de la même manière parce qu'ils sont instinctifs. Les Centrafricains sont des hommes. Il y a plus de 10 000 militaires centrafricains. Tous les 10 000 ne peuvent pas se comporter comme des voyous. Et justement, l'état-major centrafricain, même avec l'appui de la communauté internationale... En coup d'État... Mais le coup d'État, tous les pays africains en ont connu. Tous les pays africains en ont connu, ce n'est pas seulement en Centrafrique. Et les contre-comportements, toutes les armées du monde en ont eu. Ce n'est pas seulement l'armée centrafricaine qui a eu des débordements. Et au jour d'aujourd'hui, il y a 3000 militaires centrafricains qui sont recensés, qui sont cantonnés au camp Kassai, qui attendent seulement d'être équipés et armés pour être déployés sur le terrain pour assurer la sécurité. On le refuse et le pays est envahi, le pays est maltraité. Et ça, c'est la responsabilité de la communauté internationale. Peut-être la responsabilité aussi, peut-être d'abord première, pardonnez-moi, des Centrafricains, peut-être Vincent Mambasha. Sur la communauté internationale, je reviens sur ce que je dis. Le jour où les Centrafricains pourront s'entendre, se concerter par rapport à l'avenir de leur pays, la communauté internationale ne viendra pas leur imposer quoi que ce soit. Le problème, il est interne et j'en appelle urgemment. Parce que, de la même manière, nous sommes au bord de ce qui peut paraître, si on n'y fait pas attention, une partition de notre pays. Et ça, de mémoire des Centrafricains, la RCA est une et indivisible, éternelle, elle le restera. Il faut travailler dans ce sens-là. Il faut pouvoir, et c'est pour ça que je pense pour moi, l'axe des signaux forts, engageant l'ensemble de la communauté et de la société centrafricaine, qu'elles soient les forces vives, qu'elles soient politiques, qu'elles soient société civile, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient culturelles ou traditionnelles, nous devons nous concerter le plus rapidement possible pour ouvrir la voie à des solutions à la fois de paix, de sécurité, parce que d'ici septembre, si cela ne se fait pas, eh bien la machine des Nations Unies va s'abattre sur la République centrafricaine. Déjà, même si on ne le dit pas, on est sous tutelle, on est sous curatelle. Financièrement, allez. Voilà. Allez, c'est la fin de ce débat. Il faudra qu'on réagisse le plus rapidement possible. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Vous restez avec moi. Je rejoins Karim Yayaoui. Karim, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui a fait le buzz aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Le défilé, on va commencer par ce défilé du Front National du 1er mai. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du Front National. Les chaînes d'infos, les sites d'infos ont parlé du Front National parce que c'est un moment un petit peu stratégique pour le FN. Ce défilé se situe entre des élections municipales qui se sont pas trop mal
passé. Et puis, dans 25 jours, les européennes. Alors, ce petit défilé entre la statue de Jeanne d'Arc et la place de l'Opéra était un moment important pour le FN. Et on a mis à l'honneur les nouveaux maires FN. C'est ce qu'explique le site du Huffington Post. Alors, il y a un article que je vous invite à lire du côté du Figaro qui est assez intéressant sur cette fête du travail où le Front National et la CGT se disputent les ouvriers. Un article où on donne la parole à un spécialiste du FN qui s'appelle Sylvain Crépon, qui explique d'abord qu'il faut balayer un petit peu cette idée reçue selon laquelle les ouvriers sont tous de gauche. Et puis il raconte comment, en 1988, on a changé la date. Avant, du côté du FN, on fêtait Jeanne d'Arc le 8 mai. On a décidé de la fêter le 1er pour interférer, évidemment, avec les grandes centrales syndicales qui se réunissaient ce jour-là et pour aussi plus de résonance médiatique. Alors, ce qui s'est passé depuis, c'est que certaines idées qui appartiennent à l'imaginaire de gauche ont atterri du côté du discours du Front National. Marine Le Pen a même cité Robespierre l'année dernière et de plus en plus souvent, le FN vient concurrencer la CGT notamment sur les grands thèmes qui lui sont chers et sur la cause ouvrière. Sur Twitter, on partageait un dessin qui raconte un petit peu comment les électeurs ou comment la perception des électeurs du Front National a changé. Des électeurs soi-disant types d'après ce dessinateur. Avant, on nous méprisait parce qu'on était des gros beaufs fâcheux avec des idées racistes et réacs. Mais depuis qu'on vote, on est respecté parce qu'on est des pauvres électeurs égarés, victimes de la dureté de la vie, avec un journaliste qui vient pour essayer de récupérer une interview. Alors ce jour a aussi été marqué par un souvenir un petit peu douloureux. Et c'était il y a 19 ans, un jeune Brahim Bouharam d'origine maghrébine était jeté dans la Seine en marge d'une manifestation du Front National. Pas mal de twittos et de politiques rappelaient cet événement qui est resté dans beaucoup de mémoires. Et puis sur Twitter, on a aussi vu des Femen tenter d'interrompre le discours de Marine Le Pen. Elles étaient plusieurs, elles ont été rapidement maîtrisées, parfois par le service d'ordre du Front National de façon assez brutale. L'une d'entre elles a tenté de s'approcher de Bruno Gollnisch, le député européen, en se faisant passer pour une militante du Front National avant de se déshabiller rapidement. Alors Bruno Gollnisch a réagi « Je ne suis plus habitué à ce qu'une jeune femme se jette sur moi », a-t-il dit. Il a même eu cette réaction sur Twitter. Je dois reconnaître que ce spectacle furtif n'était pas désagréable. Comment puis-je vous rendre votre chemisier a-t-il dit aux Femen. Mais comme les Femen ne manquent pas d'humour, elles ont répondu assez rapidement sur leur compte. C'est gentil comme tout, on tâchera de le récupérer à la prochaine action. Laver et repasser si possible. À bientôt, ont-elles répondu sur Twitter. Merci beaucoup Karim. On vous retrouve un peu plus tard. On reparlera encore de ce 1er mai, de ces réactions sur Twitter. On parlera des écologistes aussi un petit peu. Et des écologistes, voilà. Et une députée aussi qui dénonce les lobbies sur Twitter. On vous retrouve un peu plus tard. À quelle heure précisément 20h45. Voilà, 20h45. Vous retrouvez Karim Yayaoui. Merci à tous les quatre encore d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve avec Karim demain soir à partir de 18h. Très belle soirée. Tout de suite, le journal. À demain.